voilà, quelle est l'attente réelle du patient conscient, et puis surtout c'est l'inconscient. Surtout les patients qui, on sent ça régulièrement dans nos cabinets, les gens qui arrivent, moi les patients que je vois pour la première fois, comment avez-vous entendu parler de moi? Alors, il y en a beaucoup, bon, pas de bouche-oreille, surtout c'est les bébés, maintenant sur l'île je suis suffisamment connu, mais il y en a beaucoup, surtout chez les plus grands, j'ai déjà fait 5-6 ostéopathes, j'ai vu des accus, des machins, ça fait rien. Là, moi j'ai le petit signal alerte qui se met en route, bon, là, il va falloir y aller, faire attention, parce que là, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne marchera pas. D'accord? Quoi que je fasse. Donc je fais mon travail, puis après, on essaie de discuter, de faire prendre conscience aux gens de leur partie prenante à eux et de ce qu'il faut qu'ils mettent en place. Moi, je me souviens d'un gars qui est arrivé et qui est aussi haut que large que profond, avec un ventre comme ça. Quand il s'allongeait sur la table, il ne pouvait pas voir ses pieds. Un peu couperosé, un peu rond, vous voyez ce que je veux dire? Le gars qui le week-end va à la chasse. Donc vous voyez, au niveau hygiène alimentaire, j'ai rien contre un pâté de lièvre qui vient d'être fait. On est frais, hein, c'est pas de problème. Et un jour, fin de la séance, je lui dis, mais quel est votre régime alimentaire à vous? Qu'est-ce que vous mangez le soir? Le soir, une soupe, pourquoi? Alors là, c'est tellement fort. Et vous mettez quoi dans la soupe? Je me suis dit, il y a un truc. Et surtout lui, ça ne servira à rien de lui dire il va falloir manger différemment, il va falloir boire de l'eau 2 litres par jour. Non, c'est... Voilà. Donc lui, il vient avec ses douleurs lombaires, et puis voilà, puis je lui ai dit, écoutez, vous pouvez venir autant que vous voulez, mais vous savez, l'autre fois, j'aurai autre chose à faire, donc je vous demanderai d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que là, vous prenez la place de quelqu'un qui a envie de travailler avec lui et sur lui. À l'inverse, moi j'ai eu l'histoire d'un patient qui a un test particulier sur le ligament falciforme, qui est une ligne de vie. Et je trouve un élément de stress, vous vous souvenez de l'histoire du graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un gros stress, au sens large du terme, un patient qui a 40 ans, qui s'est passé il y a 10 ans. Donc je mets le doigt dessus, et je dis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? La personne est allongée, elle vient avec un problème de lumbago. Elle fait... Et pendant une demi-heure comme ça. C'est authentique, hein. Et pendant une demi-heure. Donc moi je l'accompagne. Ok, allez-y. Oui, je vois que ça a été très difficile. Je vois que, en fonction des pleurs, la variation des pleurs, donc j'accompagne. Et chaque fois que ça voulait se calmer, ça repartait. Ok, on y va, ça travaille, moi c'est pas un problème. Et d'un seul coup, terminé. Je prends une grande respiration. Voilà. Et moi je lui dis, ok, allez-y, asseyez-vous. Elle me dit, mes lombaires, asseyez-vous, vous n'énervez pas. Asseyez-vous. Il s'assoit, et il dit, j'ai plus mal. Je lui dis, oui, vous voyez, c'est très bien. Et là, j'étais debout derrière lui, et là, il me fait un truc authentique. Il me dit, vous savez, vous êtes la première personne à qui je parle de ce qui s'est passé. Moi, j'ai rien entendu en dehors de ses pleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'en fous, c'est son histoire. Par contre, je sais que ce qu'il a vécu, c'est ça qui est important. Ce qu'il a vécu là, c'était de cet ordre-là au niveau des pleurs, et qu'il a pu lâcher ça. Et toutes ces tensions au niveau lombaire, elles ne venaient que de ça. Vous imaginez, je vais lui sauter sur les lombaires, lui manipuler ses lombaires, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se sent pas de son système. J'ai plus vu. Où il va bien, il s'est dit, celui-là, il est complètement fou. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire des tissus, c'est l'histoire réelle du patient. Donc l'important, c'est pas, je n'aime pas le côté, il faut faire ci. D'accord? C'est, voilà ce qu'il y a. Donc après, c'est chaque thérapeute, par exemple ostéopathe, qui va dans son expérience de vie, à travers ses études, mais tout ce qu'on va faire après comme formation derrière, comme information qu'on va chercher, se constituer sa panoplie, sa boîte à outils qu'il va utiliser. Et après, qui va adapter à chacun de ses patients. Donc, vous aurez des ostéopathes qui vont travailler avec d'autres outils qui ont d'excellents résultats. Je crois que ce qui est important, c'est que vous puissiez chacun, pour vous, les membres de votre famille, trouver un ostéopathe qui soit compétent. Sutherland, qui était
troisième génération, il est diplômé en 1900, son diplôme. Vous savez, chez les Américains, sur les murs, il y a encadré les diplômes de machin, les docteurs de ceci, docteurs de ceci. Lui, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste derrière son bureau, ici, la meilleure compétence professionnelle possible. C'est tout. Voilà. Mais comme je dis, moi je donne cours au collège d'ostéopathie à Lille, à l'ISO-Lille, aux deuxième année. Quand j'arrive, je leur fais peur. Mais il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent quand même. Pour ceux qui ont des enfants qui ont fait leurs études d'ostéopathie, vous savez ce que ça coûte. En moyenne, 8 000 € par an, avec les frais de scolarité. Donc, quand vous avez fait 5 ans d'études, 6 ans, vous faites l'addition, plus tous les frais annexes, et puis quand vous sortez avec votre diplôme et que vous n'avez pas de travail, ça commence à faire très cher. Donc, moi, je les préviens. Si vous voulez faire demi-tour, faire autre chose, c'est maintenant. J'en ai coûté qu'une année et demie d'études, 2 années d'études, ça ne coûte pas encore trop cher. Mais sachez dans quoi vous vous engagez, parce que quand vous serez ostéopathe, la seule chose qui vous sera demandée, c'est d'être compétent et d'avoir la plus grande efficacité possible. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc après, j'essaie de leur donner, comme je vous ai présenté là, les outils pour pouvoir être compétent. Mais après, c'est à chacun, dans son parcours personnel, d'aller s'enrichir, d'aller enrichir sa boîte à outils et pouvoir l'utiliser. Ça ne sert à rien de lire 36 000 bouquins, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un tas d'outils possibles à la disposition. Quels sont ceux qui vont convenir? Alors, je passe par l'intermédiaire d'un thérapeute qui s'est formé plus spécifiquement à telle ou telle approche, avec différents outils, et qui lui va pouvoir me guider en fonction de ce qu'il va ressentir, de ce qui est bon pour moi. Je teste, ça fonctionne, ben super, ça ne fonctionne pas. C'est pas forcément que le thérapeute est mauvais. Et peut-être que là, ce qui est là, ça ne convient pas. Par contre, il y en a aussi des mauvais. C'est sûr. D'autres questions? Au début, vous avez parlé de la déformation du crâne chez les bébés. Est-ce que... Oui. Oui. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, un peu plus, c'est dû à quoi? Est-ce que comment vous faites pour établir justement pour que son cerveau il puisse bien prendre sa place? C'est le cerveau qui modèle le crâne. Je vais vous trouver ça plus tard. Voilà. Le crâne déformé, c'est ça. Ah oui, d'accord. Le crâne déformé, c'est ça. Le plagiocéphalie gauche ici. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien du tout. Ça c'est... S'il n'y avait que des crânes comme ça, je serais plus heureux des ostéopathes. D'accord? Donc c'est tout un hémicrâne qui se déforme d'un côté, d'accord, et qui avance comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie crânienne, mais enfin, ça se passe... J'ai bien l'habitude. Et c'est là qu'il faut regarder, c'est pas compliqué. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie crânienne sur les os crâniens, donc ce qu'on appelle la base du crâne, occiput, sphénoïde, vomère, ethmoïde, vomère, etc. Bon. Ce sont des os qui vont se souder l'os, un des os les plus principaux. Le plus important, c'est l'occiput qui est à la base du crâne, qui lui se soude entre 5 et 7 ans, entre l'âge de 5 ans et 7 ans. Donc ce sont des enfants qui naissent comme ça avec un crâne déformé. Pourquoi? Et pourquoi on a ça de plus en plus? Et pourquoi il y en a, mais pour des crânes, j'ai pas toutes les photos, mais c'est des trucs, c'est catastrophique. Plusieurs choses. La première, c'est mamans qui ont, pendant des années, pris la pilule, et qui se retrouvent avec un utérus qui n'est absolument plus mobile, plus souple. Donc au fur et à mesure de la grossesse, l'utérus n'arrive pas à se développer correctement. Ce que mon confrère Bruno Congeot appelle le syndrome du rez-de-chaussée. L'utérus qui reste en bas. J'ai eu la sensation, moi, que les mamans qui, en étant enceinte, posent les mains sur l'utérus, à 6 mois de grossesse, on a l'impression d'un ballon de rugby, au lieu d'une montgolfière. Donc comment voulez-vous que l'enfant qui soit là-dedans puisse se positionner correctement? Il va forcément se mettre de travers. C'est toute la chimie qui est utilisée, alors, soit pendant la grossesse, type salbumol par exemple, salbumol, salbutamol, hein, pour arrêter les contractions intempestives, et surtout au moment de la naissance. Et la meilleure chimie qui soit, enfin la meilleure chimie, dans
sens négatif du terme, c'est la péridurale. La péridurale. Extraordinaire, la péridurale. Péridurale, plus de contraction utérine. Le tonus des deux psoas-iliaques, c'est-à-dire ces deux muscles qui sont dans la fosse au niveau lombaire, qui ne sont pas du tout orientés de la même manière, qui vont servir de guide et de toboggan pour l'enfant. Le tonus, bon, complètement diminué. Donc l'enfant ne peut plus s'appuyer là-dessus, il part complètement de travers, puis quand il a commencé à s'engager, bah, c'est foutu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va naître, au lieu d'être en flexion et de pouvoir s'engager, il va partir de travers en extension. Ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Forceps ou ventouse. D'accord? Donc forceps, il y a une augmentation depuis l'utilisation de la péridurale, une augmentation de plus de 10%, enfin de plus de 10% des naissances par extraction instrumentale. Donc comme ça ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On aide la maman en lui balançant du syntocinon. Syntocinon, l'ocytocine c'est la molécule naturelle, syntocinon c'est la molécule chimique. Donc ça marque encore plus. Qu'est-ce qui se passe lors d'un accouchement? C'est le bébé qui décide de sa naissance. Ok? Ok, c'est bon, c'est parti. Donc l'information arrive là-haut, l'hypophyse balance ocytocine. Donc c'est une vague qui arrive, contraction utérine. Donc le bébé, il est poussé, il compresse, il s'engage. Arrêt de la vague, l'utérus se relâche, que fait le bébé? Il se positionne. Et ainsi de suite. Et un bébé, quand il naît, normalement, c'est ça. Il tourne en restant comme ça, de cette manière. C'est pas je glisse comme sur un toboggan. J'avance comme ça. Syntocinon, les mamans, elles ont toute une perfusion avec du glucose. Syntocinon, on met ça dans la perf, contraction utérine permanente. Il n'y a pas de relâchement au niveau de l'utérus. Donc le bébé ne peut pas se replacer. D'accord? Et il reste coincé. Et tous les bébés qui viennent avec des plagiocéphalies, comment ils se positionnent? En extension. Alors tous les grands-parents là, et les parents, si vous avez un bébé qui a 2 mois et qui se tient déjà debout, c'est pas un super bébé. C'est juste un bébé qui ne peut pas se plier en deux. Un bébé à 2 mois, c'est ce qu'on appelle un sac de farine. Le bébé tient la tête à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, il peut se tenir comme ça. Si vous avez un bébé qui se tient comme ça, qui se met à l'extension, il y a un gros problème. Et tous ces bébés-là, qu'est-ce qu'ils font? Une plagiocéphalie. Pourquoi? Ben parce que leur position de confort, c'est ça. D'accord? Et que de toute façon, il y a une étude américaine qui a été faite par le pédiatre américain, qui a duré une 20aine d'années, sur la mort subie du nourrisson. Et ils se sont rendus compte que quand on couchait les bébés sur le dos, il y avait une diminution très nette de la mort subie du nourrisson. C'est une étude complètement valable. Donc ils passent l'information à l'OMS, qui a répercuté ça sur l'ensemble des pays. Et maintenant, les instructions, c'est coucher votre enfant sur le dos. Donc l'enfant, il est couché sur le dos, sur un plan dur. Qu'est-ce qu'il a envie, l'enfant? De trouver sa position de confort. Donc c'est la rotation de la tête et l'extension. Voilà. On appuie derrière. Donc c'est un facteur favorisant de cette plagiocéphalie. Les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire ça. Moi, quand ma fille est née, elle a 26 ans maintenant, quand ma fille est née, il fallait les coucher sur le côté. Parce que s'il régurgitait, il fallait éviter qu'il fasse une fausse route. Vous voyez. Donc cette péridurale, et le syntocinon, et vous savez chez qui on retrouve la péridurale, c'est la maman qui la reçoit, le syntocinon, c'est la maman qui la reçoit. Alors, on retrouve des traces, par exemple des atoxines, chez le bébé. Parce que la barrière placentaire, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Oh, ça, c'est la circulation materno-fétale, il ne faut pas rentrer. C'est comme en France, le nuage de Tchernobyl, il n'est pas passé. On vous l'a dit. On ne peut pas les croire quand ils ont encore des choses comme ça. Donc voilà, mais c'est pas tout. En fait, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir ce que c'est les contractions utérines. Vous vous souvenez pas? Non, je parle des mamans. Les mamans, oui, vous vous souvenez, mais quand vous les avez subies, je parle de vous, bébé, quand vous avez subi, vous ne vous souvenez pas. Bon, ben, c'est quelque chose de terrible. Et heureusement, bien le sortir, hein, ce gigot là qui fait 3 kilos, il va passer dans un trou. De toute façon,
accouchement par voie basse, ça ne passe pas. Hein.